Bonsoir à toutes et à tous. Je propose que nous commencions. Merci beaucoup de votre présence et meilleurs vœux. Nous organisons à trois collègues du Sénat, en l'occurrence Marie-Noëlle Lienemann, qu'on ne présente pas, sénatrice de Paris, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Pierre Ouzoulias, qui devait ce soir animer, qui a un empêchement, c'est rien de grave, mais c'est urgent, sénateur des Hauts-de-Seine, et donc vous prie de bien vouloir l'excuser. Moi-même, Mickaël Vallée, je suis sénateur de Charente-Maritime. J'ai oublié de préciser que Marie-Noëlle Lienemann, évidemment, est apparenté au groupe communiste, que Pierre Ouzoulias est membre du groupe communiste, et que je suis, moi, au groupe socialiste au Sénat, au groupe des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains, socialistes. Nous avons eu deux premières rencontres. La troisième ce soir nous permettra d'entendre Jean-François Collin. Je vais vous dire un petit mot dans un instant. Et je vous annonce d'ores et déjà la suivante, qui aura lieu au mois de janvier. C'est ça, je vous donnerai la date tout à l'heure, et qui portera sur le thème de la nation scientifique, et qui sera animée notamment par Pierre Ouzoulias, étant lui-même universitaire et attaché à ce sujet. Ce qui fait le fil rouge entre les différentes rencontres que nous avons, c'est la question, globalement, la question de où en est l'État. Où en est l'État républicain aujourd'hui dans les différentes politiques publiques. C'est le sujet transversal que nous essayons de traiter avec des approches un petit peu plus sectorielles. La dernière fois sur l'organisation de la puissance publique entre les concessions, les partenariats publics-privés, les délégations de services publics, on en passe et pire. Et ce soir donc, sur la question de la planification écologique, et si j'ai bien compris ton propos ou ton souhait déjà sur la question de la planification telle qu'elle est opérée par l'État de manière générale. Jean-François Collin est aujourd'hui à la Cour des comptes, a eu des fonctions comme haut fonctionnaire dans différents ministères qui lui permettent d'avoir cette approche un peu 360, que ce soit au ministère de l'Agriculture, que ce soit au ministère de l'Écologie. On ne te dénoncera pas, on ne dira pas avec quel ministre, tu le diras toi-même si tu veux, et également une expertise à l'international, si je suis bien renseigné. La question de la planification étant intéressante dans le débat actuel et dans les mécanismes que nous cherchons aussi à démonter et à remonter selon notre propre vision des choses, dans la mesure où il y a, si je peux introduire le sujet comme ça et pour te permettre de dérouler, il y a, me semble-t-il, tu me contrediras ou tu confirmeras, une tendance à utiliser comme d'autres hochets le terme de planification, comme, me semble-t-il, le terme magique de décentralisation, dès qu'une politique ne fonctionne plus, hop, décentralisation, ou bien on dit qu'il faut le faire de manière plus macro, de manière plus locale. Certains penseurs ont remarqué aussi que moins nous étions dans une acception républicaine, plus on se payait de mots en mettant la République à chaque fin de phrase pour essayer de noyer le poisson. Et là, aujourd'hui, on a une agitation autour des questions de planification, le sujet ayant même été au cœur de la présentation qui a été faite de la justification du gouvernement Borne, en expliquant qu'à partir de maintenant, on allait s'occuper sérieusement de tous ces sujets-là parce qu'il allait y avoir un organisme de planification au centre de tout cela. Alors je regrette d'autant plus que Pierre Ouzoulias ne puisse pas être là, parce que parler de planification sans communiste, c'est dommage. Je ne sais pas au combienième plan quinquennal pour les Hauts-de-Seine en est Pierre Ouzoulias, mais il aurait pu nous donner son éclairage là-dessus. Mais si ma mémoire est bonne, c'est une approche qui finalement n'est pas réservée à un seul spectre du paysage politique, puisque si je me souviens bien, dans des ouvrages qui sont à la fois extrêmement stimulants sur le plan du paysage politique de l'époque et qui sont aussi sujets à caution, mais dans les verbatims d'Alain Perfit, dans ces verbatims du général de Gaulle, dans les CT de Gaulle, je crois qu'il y a un moment où le général lui déclare qu'il n'y a pas de salut sans planification. Je crois que la phrase c'est « le salut, c'est le plan ». Voilà, pour justifier à un moment l'approche aussi planificatrice qu'a pu avoir le général de Gaulle, et il insiste sur ce plan-là, sur tout un chapitre. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la notion de planification ? Qu'est-ce que ça cache ou qu'est-ce que ça montre au contraire ? Qu'est-ce qu'il faut démonter, pas démonter, et quelle en est l'efficacité surtout ? Et est-ce qu'on va pouvoir
pour reprendre l'expression que tu avais utilisée quand tu nous avais soumis le sujet, est-ce qu'on va pouvoir avoir un tableau de bord avec des manettes extrêmement précises et rassurantes, un beau tableur Excel sur plusieurs années, des mégawattheures, le nombre de centrales exactes qu'il faudra, ce qu'on va devoir pomper en électricité pour recharger les batteries électriques, et avoir une vision qui soit totalement rassurante pour les années à venir dans un monde un petit peu secoué par les canicules l'été et les délestages l'hiver. Merci Michael, bonsoir à toutes et à tous. Je vais prolonger l'invitation de Michael, parler de planification écologique. Ce soir, on a choisi de le faire d'abord parce que ça a été en tout cas un sujet d'actualité. On en a beaucoup parlé à l'automne, mais c'est vrai que l'actualité est un truc très fuyant. Et ce qui était la pierre angulaire du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il l'a présenté comme cela en reprenant une phrase de Malraux qu'il avait transformée en disant que son quinquennat serait écologique ou ne serait pas, quand on est quand même dans les choses sérieuses. Et la planification écologique devait en être, en tout cas, une des pierres de touche essentielles, à tel point d'ailleurs que la Première ministre a présenté un dispositif dans ce domaine et un programme d'action au début de l'automne, et que l'organisation administrative a été un tout petit peu modifiée, puisqu'on a créé, c'était une des promesses du président de la République, un secrétariat général à la planification écologique qui est placé auprès d'Elisabeth Borne à Matignon, et dont le rôle est de chapeauter l'action de l'ensemble des ministères, notamment. On reviendra sur son rôle plus précisément. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est si Emmanuel Macron a d'ores et déjà répondu à ce qui était l'objectif de ce cycle de conférences, qui était de renforcer l'État républicain. Est-ce que, avec cette mesure d'organisation et puis cette orientation vers une planification écologique, il redonne force à l'État républicain? Et c'est quelque chose que je vais essayer de remettre en cause devant vous et avec vous, en vous invitant à regarder le sujet en trois temps. Le premier, je vais me permettre de revenir un petit peu sur l'histoire de l'idée et de la pratique de la planification, écologique ou pas, parce que je crois que c'est toujours utile de regarder les choses avec un regard un petit peu historique. Et Henri Demont, il essaie donc de trouver cette nouvelle voie qui va d'ailleurs après développer dans une série d'articles au début des années 30. Et pour résumer sa pensée, il pensait qu'il fallait constituer un gros secteur nationalisé avec des entreprises à caractère stratégique qui allaient jouer un rôle d'organisateur, de chef de file, de locomotive dans les économies nationales, et puis il fallait justement un plan pour organiser l'économie. Et ces théories vont être reprises très vite en France par un autre socialiste qui s'appelait Marcel Déat, alors qu'on connaît souvent beaucoup plus pour la suite de sa carrière, puisque Marcel Déat allait devenir une figure emblématique de la collaboration et un partisan déclaré de la victoire de Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a commencé sa carrière au Parti socialiste. Marcel Déat, c'était un normalien très brillant, etc. Et qui donc reprend ces idées de Henri Demont et qui les publie dans un bouquin qui s'appelle Perspectives socialistes en 1930. Et pour lui, la corporation et le plan devaient être les deux piliers de l'économie du futur. Et c'était pas... Marcel Déat n'était pas un illuminé solitaire, il a été suivi par beaucoup d'intellectuels de la SFIO, ça s'appelait comme ça à l'époque, le Parti socialiste, la section française de l'Internationale ouvrière, beaucoup d'intellectuels qui se sont regroupés derrière lui en courant au sein du Parti socialiste, des gens qu'on connaît comme Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui était socialiste à l'époque. On le connaît aujourd'hui plus pour les tristes tropiques que pour la planification, mais il y en avait bien d'autres. André Philippe, qui allait jouer un grand rôle dans la résistance, Pierre Brossolette, d'autres qui allaient s'illustrer dans la collaboration, comme Georges Lefranc. Et donc, voilà, des tas de personnalités au sein du courant socialiste qui prenaient parti en faveur de cette planification, qui était soutenue également par la CGT de l'époque, dans laquelle quelqu'un comme Georges Lefranc joue un rôle important. Lui aussi va avoir quelques problèmes compte tenu de ses relations avec le régime de Vichy, ou René Belin,
qui était un des dirigeants de la CGT de l'époque aux côtés de Léon Jouot, et qui va devenir ministre du Travail du gouvernement de Vichy et qui va élaborer la charte du travail, comme quoi la planification mène à tout. C'est pourquoi lorsque on a en effet tendance à associer les planifications à communistes, la planification, ça peut être associé aussi à d'autres choses, donc notamment au régime de Vichy, qui était très partisan de l'organisation de l'économie et de son organisation sous forme corporative, c'est-à-dire de grands discours de Pétain sur ce thème-là. Et finalement, à cette époque-là, celui qui s'est opposé à ce courant planificateur au sein de la SFIO, et il a sans doute bien fait, c'est Léon Blum, qui était d'ailleurs pas de façon évidente majoritaire. Finalement, il va être sauvé paradoxalement par un événement imprévu, ce qui prouve la difficulté d'ailleurs de planifier quoi que ce soit. C'est les émeutes du 6 février 1934, au cours desquelles les ligues d'extrême droite ont tenté de s'emparer du pouvoir en France, ont mis le cap sur le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, et ils ne sont pas rentrés à la suite d'affrontements extrêmement violents qui ont fait un certain nombre de morts, etc. Et ce que Blum reprochait au courant planificateur, c'était précisément son anti-parlementarisme, parce que derrière la planification, il y a toujours l'idée qu'il y a un savoir organisateur supérieur à la politique qui doit s'imposer à la politique et donc s'imposer au Parlement. Et Blum était fermement contre ça parce qu'il était socialiste, parce qu'il était profondément républicain et profondément parlementariste. Et finalement, la grande peur du 6 février 1934 lui permet de l'emporter au congrès de Tours et d'imposer finalement ses vues, qui ne seront pas celles d'une planification. Du coup, ce qui va rester comme noyau dur de la planification, c'est intéressant aussi à souligner, c'est un groupe de technocrates, je ne sais pas si on les appelait comme ça déjà à l'époque, un groupe qui s'appelait X-Crise parce qu'il a été fondé par des polytechniciens. Il y en a deux en particulier, qui s'appelaient Jean Coutreau et Paul Marion, tous les deux également venus de la gauche. L'un d'entre eux d'ailleurs sera ministre dans le cabinet de Léon Blum. Tous les deux vont finir également dans le gouvernement de Vichy. Alors, je veux dire que la planification mène forcément à la collaboration à Vichy, mais enfin, encore une fois, ça montre que c'est une idée politiquement, on va dire, malléable pour le moins. Et ce groupe X-Crise pensait justement qu'il fallait arrêter un peu les bêtises politiques, etc., et que la raison devait enfin l'emporter, et qu'il fallait confier les affaires sérieuses à des ingénieurs. Il n'y en avait pas de meilleurs que ceux qui sortaient de Polytechnique, et que donc ils allaient organiser l'économie comme elle devait l'être. Donc voilà, ces gens vont avoir des destins variables d'ailleurs. Une partie vont rejoindre le régime de Vichy, une partie s'engagera dans la collaboration, comme quoi il n'y a pas non plus de fatalité au plan, c'est pas parce qu'on est en faveur d'une planification qu'on est d'extrême droite ni d'extrême gauche. Mais je pense qu'il était utile de souligner un peu cette ambivalence, ou en tout cas cette possible application avec des horizons très différents de cette idée de planification qui va vraiment connaître sa concrétisation et son succès après la Deuxième Guerre mondiale. Donc en France notamment, Michael le rappelait tout à l'heure, on a commencé, donc on a mis en place le premier plan quinquennal en 1946. C'était une idée de Jean Monnet. Le CNR y était assez favorable, mais celui qui a vendu l'affaire, c'était Jean Monnet, qui était très proche des Américains. Il avait passé la guerre d'ailleurs aux États-Unis, et il leur a vendu l'idée de subordonner en fait les aides du plan Marshall à l'élaboration d'un plan quinquennal en l'occurrence. Les Américains ont acheté cette idée, comme on dit aujourd'hui, et le premier plan s'est mis en place. J'en dirai un mot après. C'est aussi le moment, au lendemain de la guerre mondiale, où on constitue en France l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Pour que l'État puisse jouer ce rôle de grand ordonnateur du grand tout, il faut qu'il ait les connaissances pour le faire. Donc l'INSEE est constitué à ce moment-là. On constitue aussi à ce moment-là, au sein du ministère de l'économie, un service des études économiques qui est l'ancêtre de ce qui va devenir la direction de la prévision, qui a été longtemps une grande direction du ministère de l'économie, dont le but était, le rôle était précisément de donner au gouvernement des analyses sur la situation macroéconomique et de lui faire des propositions de politique macroéconomique. Cette direction a disparu sous Nicolas Sarkozy à l'occasion de la révision générale des politiques publiques. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il a fait de mieux. Il a mis tout ça dans une grande direction qui est la direction générale du Trésor aujourd'hui.
qui s'occupe de tout, des finances publiques, de la macroéconomie, du commerce extérieur, etc., avec les succès que l'on sait. Alors même si la direction du Trésor n'est pas responsable de tout, mais en tout cas, cette réorganisation administrative n'a sans doute pas été la meilleure inspiration de Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est à ce moment-là que se met un petit peu, c'est aussi à ce moment-là qu'on met en place la comptabilité nationale, et donc tous les éléments qui constituent un peu ce rêve des gens dont on a parlé avant, le groupe X-Crise, ou pour remonter plus loin, Valras et Pareto, etc., se mettent en place après la guerre et débouchent sur une planification effectivement mise en œuvre. Alors le premier plan quinquennal, celui de Monet, c'était un plan très simple, puisque c'était un plan qui consistait à dire il faut investir tout ce qu'on peut investir dans 6 secteurs principaux pour permettre le développement de l'économie. Donc il ne faut pas gaspiller de l'argent dans des dépenses de consommation, etc., etc. Il faut produire plus d'acier, produire plus de ciment, plus de transport. Il y avait 6 secteurs qui étaient comme ça, les secteurs de base, et avec des objectifs, plus d'acier naturellement, avec des objectifs de production 5 ans plus tard. Donc c'était extrêmement simple et pratique. En plus, comme on partait de très bas, c'était pas difficile de monter, c'est facile à dire a posteriori, mais en tout cas, c'était plus facile que quand on est en situation de surproduction, etc. Il s'agissait de produire plus pour redonner à l'économie les bases de sa croissance. Et ça a bien marché. Le premier plan a bien marché. Les plans suivants, pour être honnête, beaucoup moins, même si on a fait comme si ça continuait à marcher. Le deuxième plan, il devait être consacré essentiellement à l'éducation, à la santé, et il se trouve qu'on a eu à ce moment-là d'autres problèmes à régler, notamment la guerre en Indochine, puis la guerre d'Algérie, et que les finances publiques ne se portaient pas très bien et que la tension politique était un peu attiré vers autre chose. Et puis le plan suivant, il a été marqué essentiellement par la fin de la 4e République, l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, qui a aussi un petit peu modifié la donne, et la mise en place non plus du plan qui avait été décidé, mais d'un plan dit de stabilisation élaboré par M. Rueff. Donc voilà un petit peu pour cette expérience de planification. Ensuite, ça a connu beaucoup de déboires. Un mot pour dire que la planification, c'était une idée en vogue non seulement en France, mais ailleurs, y compris aux États-Unis. Pendant la guerre, Roosevelt avait monté une espèce de structure qui rassemblait les hauts fonctionnaires, les dirigeants du monde industriel pour aussi décider de l'organisation de l'économie. Il y avait une structure à peu près équivalente au Royaume-Uni. Et juste comme ça, à titre d'illustration, il faut se souvenir qu'en 1947-48, le taux marginal d'imposition sur le revenu aux États-Unis était de 90%, un taux que le Conseil constitutionnel français récuserait aujourd'hui en disant que c'est confiscatoire. On va dans le paradis du capitalisme. On était capable d'aller jusque-là à ce moment-là. Toujours est-il que ce moment de la planification, il n'a vécu qu'un moment précisément, et qu'à partir des années 70 en particulier, les mécaniques vont se rouiller pour toute une série de raisons. L'offensive a été, je dirais, d'abord intellectuelle d'ailleurs, puisque toute une série d'économistes ont commencé à théoriser l'idée, à ce moment-là, dite des anticipations rationnelles, c'est-à-dire que les acteurs, vous, moi, nous, en somme, et puis les entreprises, etc., nous avions une capacité bien meilleure que l'État à utiliser les informations dont nous disposions et donc à définir les comportements qui étaient adaptés à la situation, alors que l'État, lui, n'est pas capable de le faire. C'est en tout cas ce que défendaient ces économistes. Je me souviens qu'on nous enseignait ça aussi à l'école dans les années 80. Et puis, là-dessus, sont intervenus un certain nombre de changements politiques qui sont venus aussi donner du corps, j'allais dire, à ces théories qui sont discutables, puisque, ma foi, est-ce qu'on est mieux à même individuellement que l'État d'agir? Tout ça peut se discuter, mais il y a des choses qui sont moins discutables. C'est que Reagan est arrivé au pouvoir aux États-Unis en 1980, et son programme était assez simple. Il résumait lui-même en une phrase: l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Bon, moi, ça se comprend facilement. Et il a fait ensuite une politique qui ne correspond absolument pas à ça, parce que jamais les États-Unis se sont endettés aussi vite que sous Reagan. Enfin bon, ça c'est les contradictions de la vie politique, mais en tout cas le programme était celui-là. Un an après est arrivée au pouvoir au Royaume-Uni Madame Thatcher,
qui considérait que la société n'existait pas, there is no such thing as a society, mais qu'il n'existait que des individus. Bon, donc là aussi, l'intervention de l'État devait par définition, et elle s'est employée sérieusement à le faire, à être réduite. Et finalement, la France a fait figure d'exception au début des années 80, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, on va dire un peu au mauvais moment par rapport à ce qu'il préconisait. Alors lui, il a mis en place un ministre d'État, ministre du Plan, qui était Michel Rocard d'ailleurs, mais qui va avoir bien du mal, et dans un contexte pareil, à planifier quoi que ce soit d'ailleurs. On ne va pas faire ici l'histoire des premières années du régime de Mitterrand, mais on sait que ça a été, on va dire, sinon chaotique, en tout cas heurté, avec une première période qui s'achève dès 83. On fait un peu le contraire de ce qu'on avait fait dans les 2 premières années de gouvernement. Les dirigeants français et occidentaux discutaient encore de la supériorité éventuelle du plan sur l'économie libérale, parce qu'on ne savait absolument pas ce qui se passait en réalité à l'Est, et que certains disaient que finalement c'est peut-être pas idiot comme solution. Bon. Là, il est apparu assez rapidement que ça ne marchait pas vraiment. Et donc tout ça pour dire que l'idée de planification en France, elle était morte bien avant son acte de décès officiel en 2006 et la fin du commissariat général au plan signé par Dominique de Villepin. Elle connaît un renouveau un peu surprenant aujourd'hui, sur lequel on reviendra peut-être dans la discussion, mais on l'a évoqué au début. Le bilan de tout ça, il est quand même extrêmement mitigé. J'ai dit un mot des plans français successifs en disant que si le premier avait été un succès, parce qu'il était finalement concentré et résumé sur des objectifs extrêmement simples et faciles à mesurer, augmenter la production dans quelques secteurs, les autres plans qui sont intervenus ensuite n'ont pas été appliqués et ont connu de grandes difficultés, à la fois parce qu'ils touchaient à d'autres secteurs et pas seulement parce qu'il y avait des difficultés de politique intérieure ou internationale. Et puis, on a quand même, je crois, Michael parlait tout à l'heure de la phrase de Gaulle, sans le plan, pas d'avenir, pas de salut. En réalité, et plus d'ailleurs on sanctifie de Gaulle, et plus on sanctifie cette histoire de la planification, plus on surévalue ce qui revient proprement à la planification telle qu'elle a été mise en œuvre dans les bilans qu'on peut tirer de toute cette période. En réalité, la croissance économique d'après-guerre, qui était en effet tout à fait exceptionnelle, en gros de 1950 à 1973-74, parce qu'avant c'était quand même pas la joie, hein. En 1947 les Français vivaient encore avec des tickets de rationnement, donc c'était quand même pas, quand on parle des 30 glorieuses, faut quand même relativiser, et à partir de 1971 en réalité, et de la crise du système monétaire et de la suspension de la convertibilité du dollar en or, la fin de la période était signée. J'allais dire, ça s'est confirmé après, avec 1973, le premier choc pétrolier, etc. Mais on était sorti de cette période de croissance. C'était une rupture complète. En fait, on avait une démographie stagnante depuis Napoléon. Hein, donc ça datait. Et la croissance démographique de l'après-guerre, c'est en France une parenthèse, enfin, quelque chose une rupture par rapport à tout ce qu'on connaissait depuis un siècle et demi. Et une des composantes essentielles de la croissance économique, qu'on le veuille ou non, c'est la croissance démographique. Je salue mon Louis, bonsoir. Un de mes ex-patrons dans lequel je m'incline respectueusement. Et donc, surestimation, je crois, de ce qu'on peut attribuer à la planification. La croissance avait d'autres raisons. Par exemple, on met souvent au crédit de la planification le programme civil nucléaire français, qui ne doit pas grand-chose à la planification. Il doit beaucoup, en réalité, aux travaux qui ont été menés en vue d'une utilisation militaire du nucléaire dès le lendemain de la guerre. Je me souviens que De Gaulle a créé le commissariat à l'énergie atomique, dirigé à l'époque par Joliot, mais la profession de foi de ce CEA, initialement, c'était une profession de foi pacifiste. On crée le CEA avec le serment de ne pas développer d'armes nucléaires. On a après changé d'opinion à partir de 1947 et les débuts de la guerre froide, et à ce moment-là, on commençait des travaux, essentiellement secrets d'ailleurs,
pour développer l'arme nucléaire en France. Et le programme nucléaire civil sera une conséquence en réalité de ce programme nucléaire. Et lui-même, le programme civil, il va être décidé non pas au commissariat général à la planification, mais dans une commission qui était placée auprès du Premier ministre, la commission dite Péon pour production d'énergie d'origine nucléaire, qui rassemblait quelques hauts fonctionnaires, des gens du CEA, des militaires, et qui devait décider de ce qu'on allait faire en matière d'utilisation civile de l'énergie nucléaire. On peut d'ailleurs mentionner le fait que l'hypothèse sur laquelle le commissariat à l'énergie atomique avait travaillé pendant toutes ces années, qui était une filière française, avec quelques guillemets, fondée sur des systèmes graphite-gaz, eh bien, cette filière française graphite-gaz, elle a finalement été abandonnée au moment où on a déclenché vraiment le plan d'équipement nucléaire français, en 1974, le plan qu'on appelle MESMER. Ça a été abandonné parce que cette filière graphite-gaz, en fait, d'abord, elle n'était pas capable de produire, de faire fonctionner des réacteurs aussi puissants et produisait une électricité à des coûts bien supérieurs à la filière à eau pressurisée américaine, qui a été finalement celle que nous avons développée. Donc en fait, les réacteurs français, et en particulier la série de 32 premiers réacteurs de 950 MW français, ce sont des réacteurs construits sous une licence américaine Westinghouse, sans rien y changer. On a bien fait d'ailleurs, puisque ça a très bien marché. Quand on a commencé à les changer, ça a beaucoup moins bien marché, mais en tout cas, cette première série-là avait très bien fonctionné et nous a permis en effet d'avoir de l'électricité. Non, tu entends mal? Voilà, d'accord. Donc, non, je t'en prie. Donc, voilà pour un des acquis qu'on lie, je crois, abusivement à la planification. On parle souvent aussi d'autres grands programmes. Je pense par exemple au TGV, mais on voit aujourd'hui que la focalisation des moyens sur les trains à grande vitesse a été en partie préjudiciable à l'entretien d'un réseau qui irrigue convenablement le territoire et permettent de faire fonctionner l'ensemble des trains dont on aurait besoin aujourd'hui. C'est pas le moment de le faire ce soir, mais je crois qu'on pourrait aussi, ça pourrait être un sujet de conférence d'ailleurs un jour, faire le bilan de la DATAR et des conséquences, des options d'aménagement du territoire qui ont été développées par la DATAR pendant toutes ces années. Et je crois que c'est pas faire injure à l'État que de constater qu'il est capable quand même de se tromper assez fréquemment. On peut parler du programme Concorde ou du paquebot France. Ce sont des programmes assez tardifs. Le France a été inauguré en 1962, donc c'était quand même pas au temps de Mathusalem. Il n'a jamais d'ailleurs été rentable. Et puis dès la fin des années 60, il était vraiment très très déficitaire. Le Concorde a été un programme sans doute industriellement très intéressant, mais commercialement qu'il a fallu arrêter pour les mêmes raisons. Et puis l'État n'a pas toujours fait preuve de bon sens dans les énergies ou les industries de l'avenir. Je pense notamment à l'Internet, puisque l'Internet est une invention française à la base, il faut le rappeler, ça fait du bien à notre fierté nationale. C'est un ingénieur qui s'appelle Monsieur Louis Pouzin, qui avec un chercheur du CERN de Genève avait mis au point un système de commutation par paquet et de datagrammes qui sont la base de l'Internet. Et il avait mis en place un réseau entre les universités françaises qui s'appelait Cyclades, qui fonctionnait sur ce principe, c'est-à-dire d'un envoi aléatoire de paquets d'informations par des tas d'ordinateurs qui étaient ensuite reliés sans qu'il y ait un grand système centralisateur. Ce qui ne plaisait absolument pas ni à notre gouvernement de l'époque, c'était Giscard d'Estaing qui était à l'époque aux manettes, ni au PTT qui existait encore et qui considérait que c'était une aberration de laisser ça aux mains finalement de chaque intervenant comme ça qui allait avoir la maîtrise du réseau. Et les PTT ont obtenu qu'on arrête de financer ce système qui s'appelait Cyclades, développé par M. Pouzin, pour le plus grand bénéfice des Américains en l'occurrence, et qu'on développe le Minitel, qui a eu certes une fortune, mais plus limitée dans le temps. Il paraît que ça se vend maintenant très cher sur le marché secondaire, les appareils Minitel, mais au plan international, ça n'a pas été un grand succès. Donc voilà, tout ça pour dire que l'État
Il peut faire des choses, mais il peut aussi se tromper. Alors ça, c'était sur le passé. Pourquoi est-ce que pour l'avenir, on peut douter du succès de la planification écologique qui nous est promise par le gouvernement d'Elisabeth Borne et par Emmanuel Macron? Ben, ma première réflexion, c'est parce que la planification écologique, elle existe déjà. Elle existe déjà pas depuis hier matin, elle existe déjà depuis 2015 au moins. En tout cas, en 2015, le Parlement a adopté une loi importante. Elle était baptisée loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et cette loi, très importante, maintenant on ne sait plus faire des lois à moins de 150 articles, celle-là, je crois, en comportait 170 ou 172, donc courage si vous voulez la lire, mais un de ces articles prévoyait notamment l'élaboration d'une stratégie nationale bas carbone. Il s'agissait d'un plan, puisque cette stratégie, elle est définie comme la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, et elle doit donner les orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie bas carbone, circulaire et durable. Elle définit des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050. Donc normalement, on devrait être tranquille depuis 2015, puisqu'on a cette loi de transition. On a une stratégie nationale bas carbone. Elle a été arrêtée par décret le 21 avril 2020 et elle couvre la période 2019-2033. Donc on n'est pas encore en 2033, donc théoriquement on sait déjà ce qu'on doit faire dans tous les secteurs de l'économie pour atteindre nos objectifs en matière climatique. Mais ça, on ne s'en est pas tenu là, puisque en plus de cette stratégie nationale bas carbone, nous élaborons une programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y en a déjà eu 2, et la troisième va couvrir la période 2024-2034, donc une période de 10 ans. La précédente couvrait les 10 années d'avant, et on doit, dans ces programmation pluriannuelle, définir le mix énergétique de la France, combien on va produire d'électricité avec du nucléaire, du gaz, de la biomasse, combien on va utiliser d'énergie fossile ou pas, etc., etc. Donc tout ça existe déjà, et les parlementaires, les administrations ont passé beaucoup de temps à élaborer ces documents. Cette programmation pluriannuelle, la prochaine de l'énergie, elle devra en plus être conforme à la loi programmation énergie-climat qui, elle, va être adoptée cette année, en 2023. Bon, on en avait déjà une, on en fait une, on ne sait pas très bien pourquoi, mais bon. Et dont le principe a été fixé par une loi... Ou pas. Oui, non, mais elle doit, j'ai dit elle doit. 9.3, c'est fusiller un coup en dehors des budgets. Ah, je suis d'accord. Ouais. Je dis simplement dans ce qui est annoncé par le gouvernement. On va donc faire cette loi, adoptée ou pas, comme le rappelle très justement Michael, et dont les principes ont été fixés par la loi énergie-climat qui a été adoptée, alors celle-là vous l'avez adoptée, les parlementaires, à la suite de la conférence citoyenne qui a fait suite au mouvement des Gilets jaunes. Bon, je pense qu'à ce niveau de l'exposé de moi, vous n'y comprenez rien, et c'est normal parce que c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a un empilement de documents stratégiques qui d'ailleurs peuvent être contradictoires les uns avec les autres, mais qui n'a ni queue ni tête. En plus, là, j'ai pas du tout été exhaustif parce que dans le même temps, il faut que vous sachiez qu'on a élaboré une stratégie nationale biodiversité, une stratégie nationale portuaire, une stratégie ville durable et bâtiments innovants, une stratégie nationale des perturbateurs endocriniens, une feuille de route intelligence artificielle et transition écologique, un plan national santé-environnement, un plan de résilience économique et sociale, une stratégie nationale de la santé. Je pourrais vous tenir toute la soirée, j'arrête là, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Donc personne en réalité ne connaît le contenu de ces documents, chacun d'entre eux fait 500 pages, c'est absolument illisible. On n'en tire jamais le moindre bilan. Personne ne sait si aucune de ces stratégies a été mise en œuvre pour 5%, 10%, 50% des objectifs qu'elle fixait. Tout ça nous conduit à dire que on ne manque pas de planification écologique, d'ores et déjà, on souffre d'un excès de planification écologique. Et même le système soviétique, à cette pire période, n'a jamais rêvé d'en avoir autant. Et ils en faisaient un, péniblement, puis ils essayaient de s'y tenir, ils n'y arrivaient pas d'ailleurs, mais ils n'en faisaient pas 50 comme nous, quoi. 50, je suis en dessous de la réalité. Donc voilà, tout ça, me semble-t-il, est déjà un gage du fait que
en rajouter encore, comme ça nous est promis aujourd'hui, ne risque pas de nous sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Et précisément, il faut se demander pourquoi, malgré tout cet appareil législatif, réglementaire et administratif et bureaucratique, pourquoi ça ne marche pas. À mon avis, ça ne marche pas d'abord parce que les problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui sont plus ceux que voulait résoudre le plan Monet de 1946. C'était assez simple, encore une fois, à l'époque, de faire un plan autour de 6 secteurs où il fallait augmenter la production. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer un plan d'État qui permettrait en même temps de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de protéger la biodiversité, de protéger la quantité et la qualité de l'eau disponible, gros problème, de stopper l'artificialisation des sols et de maintenir la qualité, tout en construisant les centaines de milliers de logements qui nous manquent, Marie-Noëlle le sait mieux que moi, tout en développant des villes sans cesse plus grandes, des projets de développement industriel, relocalisation de l'industrie qui affiche le camp sur le territoire national, préserver la qualité de l'air, tout en remettant sur pied notre système d'éducation nationale qui va mal. Je ne parle même pas de notre système de santé qui est en ce moment à l'agonie. La vérité, c'est que l'interaction entre tous ces sujets, tous ces domaines, personne n'est capable de la maîtriser réellement et de mettre tout ça dans un grand modèle économique qui rende compte réellement de la réalité. Et parce que cette réalité, elle est mouvante. Héraclite disait fort justement qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Marx en avait fait d'ailleurs le sujet de sa thèse d'Héraclite, c'est-à-dire si cet homme-là était important. Et la société, elle est faite de forces sociales antagoniques dont la dynamique est imprévisible. 2 exemples récents, nos spécialistes du climat, les responsables politiques, puis les scientifiques avaient trouvé la solution qui finalement ramenait tous les plans dont j'ai parlé à un indicateur simple, c'était la diminution des émissions de carbone grâce à une taxation du carbone. Manque de chance, le petit peuple s'est réveillé, les gilets jaunes ont envahi les ronds-points avant d'envahir les Champs-Élysées, de passer devant l'Élysée sans s'y arrêter d'ailleurs, ce qui prouve qu'ils avaient des objectifs politiques mal définis. Et la taxation carbone, eh bien, on a renvoyé ça à plus tard. Bon, on ne sait pas quand d'ailleurs, c'est toujours dans le paysage. Les économistes, comme Tirole, disent toujours que c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire. Enfin, pour le faire, encore faut-il que la population l'accepte et qu'on soit capable de compenser les effets sociaux de mesures de ce type-là. Et à ce moment-là, on rentre dans une mécanique administrative extrêmement compliquée où, tels les Shadocks, ils font pomper de l'argent d'un côté pour le redistribuer à ceux à qui on vient de le prendre, ce qui est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est une illustration. Quelques années auparavant, on peut se souvenir que c'était pas les gilets jaunes, c'était les bonnets rouges bretons, cette fois, héritier lointain, Louis, qui est un historien, un vrai, pas comme moi, le sait, des révoltes fiscales contre Louis XIV. Eh bien, les bonnets rouges bretons, contre le gouvernement socialiste, se sont levés pour faire mettre à la poubelle un magnifique système de péage électronique qui devait permettre de faire payer le vrai coût aux usagers de l'autoroute de ce moyen et donc de réinternaliser les externalités négatives, comme disent les savants économistes. Pas de bol, les Bretons qui n'avaient pas lu les économistes se sont mis en mouvement et Jean-Marc Ayrault a signé un accord avec eux dans lequel d'une part, on mettait à la poubelle un machin qui avait coûté quand même plus d'1 milliard d'euros, et d'autre part, on reconnaissait plein de choses aux Bretons, notamment leur indépendance, leur spécificité culturelle, je ne sais plus quel était le terme particulier, qui permettait de faire passer la pilule à l'époque avec la pilule des péages. Donc voilà pourquoi, à mon avis, ça aura beaucoup de difficultés à fonctionner, cette planification. La deuxième raison pour laquelle ça risque pas trop de marcher, c'est que l'État a organisé sa propre impuissance. Et il l'a organisé en multipliant les démembrements, en réduisant les effectifs de ses administrations et en supprimant les corps de fonctionnaires qui savaient travailler. Les démembrements, j'en dis un mot, on s'est inspiré depuis un bon moment, en réalité, depuis les années 80, il faut bien le dire, de ce qui était le New Public Management, pour parler français, c'est pas le nouveau management public. C'est comme ça venait des États-Unis, forcément, c'était intelligent. Et donc, je dirais que le maître mot de cette nouvelle conception de l'organisation de l'État, c'était de démanteler, désosser les administrations des ministères, parce que ça, c'est des fonctionnaires et c'est pas bon, et de créer des agences responsables, secteur par secteur, qui seraient un peu comme des entreprises responsables de la mise en œuvre des politiques publiques. Donc on a multiplié
les opérateurs de l'État, ça s'appelle comme ça, ce sont des établissements publics en réalité. J'ai travaillé personnellement, avant d'être là où je suis actuellement, dans un ministère, c'est celui de la culture, où il y avait quand même, c'est un petit ministère, il y avait 85 établissements publics, 85. J'étais le malheureux secrétaire général de ce ministère. Vous me direz comment on peut contrôler 85 établissements publics. Certains sont des machines d'ailleurs énormes, comme le musée du Louvre, qui vous regarde comme ça, en disant mais tu es qui toi pour oser me parler, le musée d'Orsay, c'est à peu près la même chose, etc. Donc vous êtes la tutelle, bon, vous êtes la tutelle de rien du tout en réalité, et puis vous leur donnez beaucoup d'argent. Hein, à l'époque, le Louvre c'était 100 millions par an, ça compte quand même, etc. Puis ils en font bien ce qu'ils veulent, quoi. Bon. Parce que la réalité c'est ça. Donc on a multiplié ces démembrements de l'administration, parce que ce qui est vrai à la culture est vrai à l'agriculture, que Louis a bien connu, et c'est vrai dans tous les ministères de la République, ce qui fait que l'argent est passé là, les salariés sont passés là, et ils sont autonomisés de plus en plus, les compétences sont passées là, parce que maintenant le rêve de tout fonctionnaire d'État, c'est de foutre le camp le plus vite possible de l'administration d'État, parce que c'est mal payé, les possibilités de promotion ne sont pas très grandes, et c'est beaucoup moins intéressant que d'être dans un établissement public. Donc l'État s'est appauvri comme ça considérablement en quelques années. Il y a eu un grand coup d'accélérateur donné par Sarkozy et la Revue générale des politiques publiques qui a, j'allais dire, un peu trivialement, achevé la bête. Dans le même temps, nous avons fait à la fois volontairement et pour répondre à ce que nous avions accepté à Bruxelles, dans le cadre de l'Union européenne, on a multiplié ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, qui ont maintenant beaucoup plus de pouvoir que les ministères dans beaucoup de secteurs. Vous avez par exemple une commission de la régulation de l'énergie, la CRE. La CRE, elle a plus de pouvoir que Bruno Le Maire et même que Emmanuel Macron en matière d'énergie. C'est elle qui fait la politique de l'énergie. Elle répond à personne, officiellement devant le Parlement. Une fois par an, ce brave président, maintenant c'est une présidente de la CRE, va devant le Parlement, dit voilà ce que j'ai fait, c'est très bien, etc. De toute façon, là aussi, il faudrait une conférence sur le système électrique, mais c'est une telle complexité que si quelqu'un comprend quelque chose, il mérite le prix Nobel. Et en tout cas, eux, ils comprennent, on l'espère, un peu quelque chose, et ils gèrent la politique énergétique dans leur coin. Mais il y a comme ça des autorités indépendantes dans tous les domaines, qui sont indépendantes quand ça les arrange, c'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles n'ont quand même pas beaucoup de comptes à rendre à l'État, même si elles sont financées par l'État, et qui considèrent qu'elles sont quand même des administrations parce qu'elles pompent de la régulation à tir larigot. L'autorité, par exemple, les marchés financiers, c'est pas régulé par le ministre de l'économie, comme on pourrait le penser, ou par la direction du Trésor. C'est régulé par l'autorité des marchés financiers, qui est très endogamique d'ailleurs avec les marchés financiers, parce que si vous voulez faire quelque chose, il faut comprendre ce qui s'y passe. Ah bah oui, d'accord. Tiens, mais pourquoi ils se barrent tous après chez les acteurs des marchés financiers après avoir fait 3 ans à l'autorité des marchés financiers? C'est justement pour assainir le fonctionnement des marchés financiers, bon, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne l'État aujourd'hui. Et donc je pense que ces démembrements le mettent dans une situation où il est absolument plus en mesure de jouer son rôle. Et finalement, dans le même temps, comme il a asséché ses effectifs dans les ministères, il faut savoir que en termes de pourcentage du PIB, les frais de fonctionnement de l'État sont restés rigoureusement stables depuis 20 ans. Et donc ça s'est fait au prix d'une réduction considérable des effectifs. Vous regardez une direction aussi importante que la direction générale de l'énergie et du climat. On nous dit que le climat, c'est vraiment ce qui nous menace aujourd'hui. Notre sort, semble-t-il, en dépend complètement. La direction générale de l'énergie et du climat, elle rassemble une poignée de fonctionnaires qui n'en peuvent mais. Les pauvres, quand il faut parler de régulation d'électricité, de construction ou pas de réacteurs nucléaires avec EDF qui a des armées d'ingénieurs face au bureau de 5 personnes des GEC, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir de quel côté va pencher le rapport de force. Donc voilà, l'État c'est ça, et il me fait penser parfois dans ses velléités de régulation aujourd'hui à ce personnage de ce vieux film des Monty Python Sacré Graal. Vous avez à un moment un chevalier là qui a, dans une bataille singulière, a perdu ses bras, ses jambes, et son adversaire qui n'a plus trop l'intérêt de combattre s'en va, et l'autre qui trépigne sur place, si je puis dire, parce qu'il n'y a plus de jambes, dit lâche, tu fuis, etc. Là,
Bah, l'État, c'est un peu ça aujourd'hui. Il a plus de bras, plus de jambes, mais il vitupère ceux qui fuient devant lui, en fait, pour vivre leur vie, en réalité. Et dernière touche à ce paysage, il est en train d'achever la suppression de tous les corps techniques qui, au fond, justifiaient l'existence d'une administration, puisqu'on veut avoir maintenant un seul corps d'administrateurs. C'était des petits pois chers à Nicolas Sarkozy. Ils sont tous interchangeables. Hein. Donc, on avait avant des corps spécialisés. Vous aviez des techniciens, des ingénieurs, des techniques agricoles, par exemple, qui étaient des gens qui savaient construire et faire fonctionner des réseaux d'eau potable. Vous avez des ingénieurs agronomes qui savaient parler un peu d'agronomie. Vous aviez des fonctionnaires spécialisés dans différentes disciplines. Le mot d'ordre est de supprimer tous ces corps spécialisés, d'avoir un seul corps, des administrateurs de l'État qui surtout ne doivent rien savoir à part savoir manager, parce que ce qu'il faut savoir maintenant, c'est manager des équipes, mais surtout pas être technicien de quelque chose, parce que ça vous enferme la technique, et du coup, vous êtes incapable de travailler convenablement si vous savez quelque chose. Je caricature à peine, mais bon. Il y a des cabinets conseils. Pardon ? Il y a des cabinets Eh conseils. bien justement, je pense que ce qui a été présenté comme un scandale d'État récemment, c'est-à-dire la place prise par les cabinets conseils pour gérer une crise, parce que malheureusement, l'État, il continue, lui, à être mis en question à chaque fois que quelque chose va mal. C'est tout le paradoxe de l'affaire. C'est que quand il y a une épidémie comme le Covid, on ne se tourne pas vers je ne sais quel comité de consultants, on se tourne vers l'État. On dit, mais qu'est-ce que tu fais pour nous protéger ? Et à ce moment-là, comme on n'a plus grand monde dans le ministère de la Santé, on passe des marchés avec des cabinets de consultants rapidement pour qu'ils fassent des propositions. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Moi, je me souviens des discussions que nous avons eues. Tu as rappelé tout à l'heure, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement avec Dominique Voynet, ce n'est pas un secret, parce que tu ne voulais pas dire son nom, et nous avions, entre autres, la tutelle, si on peut dire, sur ce qui n'était pas l'autorité de sûreté nucléaire. C'était encore un service placé sous la tutelle de plusieurs ministères, celui de l'industrie, celui de l'environnement notamment. Et la question s'est posée à ce moment-là de créer une autorité de sûreté nucléaire. Elle existe aujourd'hui, encore une autorité indépendante, l'autorité de sûreté nucléaire. Et on avait posé cette question toute bête à l'époque, c'est de dire, s'il y a un accident nucléaire grave, est-ce que c'est vraiment M. Drozuk que les citoyens vont aller voir pour dire pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que vous faites pour nous protéger ? Évidemment non. Le responsable, ça sera le gouvernement, le président de la République, les administrations de l'État. Ça ne sera pas l'autorité de sûreté indépendante. Bon. Et donc, c'est toute l'ambiguïté. C'est à la fois les politiques, d'ailleurs, nourrissent une très forte demande adressée à l'État en le privant des moyens de répondre à cette demande. Et comme il faut faire face à la demande, en effet, on fait appel à des cabinets de consultants parce qu'on a tout externalisé. L'externalisation du budget de l'État est considérable. Il y a eu récemment un petit mini-scandale parce que c'est la caisse d'allocation familiale qui vient de repasser un marché informatique, là encore, pour 446 millions d'euros. C'est une somme, en effet, 446 millions d'euros. Mais en réalité, ce qui est étonnant, c'est qu'on le découvre maintenant, parce que c'est juste la reconduction des contrats précédents. C'est-à-dire qu'il y a bien longtemps que la CAF ne gère plus son informatique elle-même, qu'elle n'a plus un seul ingénieur capable de le faire, parce qu'on a fait comme ça, qu'on l'a fait à l'origine, je suis de Bercy, la Direction Générale des Finances Publiques, elle a liquidé son service informatique, elle a aussi sous-traité, si vos impôts sont maintenant prélevés automatiquement sur votre compte, c'est pas parce que des informaticiens de la Direction Générale des Finances Publiques l'ont fait, c'est parce que des consultants l'ont fait pour leur compte, à des prix qui sont ceux qui sont capables d'imposer à leurs clients, qu'est l'État en l'occurrence. Donc évidemment, ce qui n'est plus fait par l'État, il doit être fait par d'autres dans des conditions qui sont très différentes, et en particulier dans des conditions de contrôle ou de capacité de contrôle qui sont très différentes, parce que, je le disais sur le mode un peu de la boutade tout à l'heure, sur la tutelle de l'État sur les établissements publics, en réalité, cette théorie qui était celle de l'État stratège, il y a un État très petit mais fait de gens très intelligents qui savent tout, et puis des émanations un peu partout très grandes qui allaient exécuter des décisions des très savants qui allaient rester dans l'administration centrale, ça ne marche pas. Parce que quand vous coupez des gens du métier qu'ils doivent exercer, au bout d'un moment, ils ne savent plus rien. Et d'ailleurs, quand ils ne sont pas trop bêtes, ils savent qu'ils ne savent plus rien. Donc, ils n'osent plus trop dire à ceux qui sont chargés de faire ce qu'ils devraient faire. Et on est dans cette situation aujourd'hui, et c'est insoluble. On en a un petit peu parlé la dernière fois à la conférence sur la délégation de services publics. Soit vous déléguez, soit vous gardez.
mais c'est difficile de déléguer et de garder en même temps, parce que pour garder, ne serait-ce que pour garder la compétence technique, il faut avoir beaucoup de gens, et des gens qui se collent concrètement tous les jours au boulot pour savoir de quoi ils retournent, pour pouvoir discuter avec leurs interlocuteurs, passer des marchés sans se faire rouler, etc. Et comme on a déshabillé un côté et pas l'autre, évidemment, a pris le pouvoir, mais on ne peut pas le reprocher à l'autre côté, il faut le reprocher à ceux qui ont déshabillé l'État. Pardon. Ce que tu dis illustre aussi ce sentiment qu'on a déjà évoqué dans les rencontres précédentes, ce sentiment d'avoir des... Et c'est pas de leur fait, parce qu'il y en a qui sont très aimables et très urbains, mais des ministres dont on a l'impression qu'ils sont en fait des chargés de communication de ces différentes agences dont ils ont la tutelle. Enfin, moi, c'est une chose que je remarque dans certains secteurs. Il y a des mastodontes dans tout maintenant. L'Office français de la biodiversité, l'Agence française de développement, qui pèsent des budgets comme jamais les ministres n'en ont pesé 20 ans auparavant. Enfin, qui sait aujourd'hui qui est le ministre de la coopération ou du développement et qu'est-ce qu'il pèse par rapport au directeur général de l'AFD, et d'avoir le sentiment ou l'illustration que les ministres sont là pour une de ces agences, je ne veux pas citer laquelle. Un parlementaire que je connais l'autre jour demande au grand directeur comment elle est, ta nouvelle ministre. Ah, c'est bien, elle fait du terrain. Voilà, la ministre est là pour montrer qu'elle a la tutelle sur une agence qui fait bien son travail. Et donc on coupe les rubans. Et ce sentiment d'avoir des ministres qui sont les chargés de com de leurs agences finit un peu par se voir quand même, et les concitoyens n'ont pas besoin d'avoir des doctorats de sociologie administrative pour comprendre tout ça directement, quoi. Alors, comment on fait pour que ça... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Parce que tu as bien expliqué ce qui avait pu marcher, ce qui avait marché en trompe-l'œil, mais un peu dans la mythologie républicaine de la planification. On voit pourquoi ça ne peut plus marcher, parce qu'on n'est pas dans la même situation de celle du mythe planificateur à l'époque où il pouvait fonctionner. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors, j'allais en venir à ça, justement, en disant qu'à mon avis, un des vices fondamentaux de toute cette histoire, c'est quand même que derrière cette conception de l'État stratège, de la planification qui va orienter la société, il y a un gros problème, c'est un défaut d'analyse de l'origine des problèmes auxquels on est confronté. La crise écologique, c'est pas une question technique. On n'est pas face à une crise écologique parce que on a simplement une mauvaise organisation administrative, parce qu'on a des fonctionnaires qui sont pas assez compétents, ou ce genre de choses. La crise écologique, elle résulte de l'organisation de notre société, hein, et pour dire un gros mot, du fait que notre société capitaliste est fondée sur un projet qui est un projet de croissance économique permise par une exploitation sans limite des ressources de la planète pour faire fructifier les entreprises qui animent cette activité économique. Et tant qu'on est dans ce cadre-là, eh bien, nous n'en sortirons pas. Et si on regarde toute l'histoire économique, en réalité, ce n'est pas la technologie qui va permettre de régler les problèmes écologiques. Aucune technique nouvelle, pour l'instant, n'a remplacé véritablement une consommation d'énergie ancienne. Elle s'est ajoutée aux consommations d'énergie déjà existantes. On a vécu une économie du charbon au XVIIIe et XIXe siècle. Au XXe siècle, on a vécu une économie du pétrole d'abord, puis du pétrole et du gaz, et un petit peu du nucléaire, puisque globalement, à l'échelle mondiale, le nucléaire, c'est 2%. Mais aucune de ces énergies n'a disparu. On n'a jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui. Hein, le 18e ou le 19e, c'était de la rigolade à côté. La Chine ouvre tous les jours des centrales de production d'électricité à charbon. On a vu qu'on avait en Europe, d'ailleurs, y compris en France, du mal à fermer celles qu'on utilise encore. Le gaz, à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on va s'en passer, ni pour produire de l'électricité, parce que d'ailleurs, et les écologistes ont longtemps défendu ce point de vue, le plus court chemin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de remplacer le charbon par le gaz, parce que ça fait chuter immédiatement et drastiquement les émissions de CO2. Ça a l'avantage d'être construit très vite, une centrale électrique à gaz, et de ne pas coûter trop cher. Bon. Mais bon, j'ai compris que le gaz maintenant était
plus en odeur de sainteté, qu'on devait s'en passer aussi. Je suis très sceptique parce que ça ne sert pas qu'à produire de l'électricité. Il faut savoir que les hydrocarbures, ça sert pour une part non négligeable à produire des engrais. Et que si on nourrit les 8 milliards d'humains aujourd'hui, alors qu'on avait du mal à en nourrir 2 milliards au début du XXe siècle, quand je dis on avait du mal, il y en a beaucoup qui mouraient de faim, tout simplement, c'est parce que la révolution verte, c'est d'abord la révolution des engrais de synthèse. Et ça, c'est fait avec du gaz, essentiellement, qu'on importe d'ailleurs beaucoup, qu'on importait beaucoup de Russie. Et c'est pas demain la veille, et c'est même pas après-demain la veille qu'on pourra remplacer ces engrais de synthèse par des engrais organiques, le fumier produit par les animaux, surtout si on mange plus de viande, c'est un autre sujet, et les excréments humains. Mais des calculs ont été faits, on n'y arrivera jamais. Donc tout ça me dit que la transition écologique, ça va se faire, il faut la faire, mais ça va sûrement demander un peu plus de temps que l'horizon de nos divers plans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord considérer que c'est un problème social, économique et d'organisation politique, la crise écologique, et que c'est pas un problème technique et d'organisation administrative. Et que si on ne s'attaque pas à ça, c'est-à-dire si on ne modifie pas les rapports sociaux de production, on ne réglera pas la crise écologique. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai pas complètement dit que faire, parce que si vous me demandez comment on va changer les rapports sociaux de production, je vous répondrai très honnêtement que j'en sais rien, parce que si je le savais, d'autres le sauraient, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, dans cette salle notamment, qui ont essayé de faire ça toute leur vie, sans y parvenir complètement jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut avoir cet objectif et cette conscience que les problèmes en cause, ce sont ces problèmes-là. Ce ne sont pas d'abord des problèmes d'organisation administrative, de manque de connaissances, de compétences, de centralisation du savoir, etc., etc. Donc il faut trouver les voies et les moyens, il faut que les partis politiques, de gauche en tout cas, se redonnent cette perspective-là, en sachant qu'il y aura pas de grand soir, parce que les sociétés, s'il y a une chose on peut être sûr, c'est que les sociétés évoluent lentement, et qu'il faudra en effet trouver des voies de cette réforme, des coins qui permettront d'avancer vers un réformisme réel, sans violence, mais c'est ce chemin-là qu'il va falloir trouver. Alors, quelques pistes de réflexion pour que ça change. Premier constat, les émissions de gaz de CO2 par personne, plus globalement d'ailleurs de gaz à effet de serre, en France et dans le monde, elles sont proportionnelles aux revenus et au patrimoine des personnes. C'est un peu trivial de le dire, mais c'est une réalité. Si en réalité tous les humains émettaient des gaz à effet de serre dans la même proportion que le décile le plus pauvre de France, sans parler de la planète, on aurait résolu immédiatement ou atteint en tout cas nos objectifs de neutralité carbone en 2050. Donc, en clair, plus on est riche, plus on pollue, il s'agit bien de ça, et un meilleur partage de la richesse, c'est une réduction des inégalités par une fiscalité plus juste, et la limitation des transmissions intergénérationnelles du patrimoine contribuera à la réduction des effets de serre. C'est des choses, évidemment, qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai pas vu ça dans les plans préparés par le président de la République et la première ministre, mais il me semble que si on touche pas à ça, on ne peut rien faire. C'est nécessaire et c'est pas suffisant. Je ne veux pas tomber dans les solutions faciles, même si on taxe beaucoup plus la partie la plus riche de la population, comme les riches ont cet inconvénient, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les pauvres, et que la totalité des émissions de gaz à effet de serre des pauvres, elle reste quand même supérieure à celle des riches. Donc il suffira pas de taxer les riches pour y arriver, mais ça me paraît être un élément indispensable pour faire accepter à tout le monde qu'il va en effet falloir faire évoluer notre mode de vie et sans doute en changer des éléments que nous considérons comme allant de soi aujourd'hui. Au-delà de ça, le commerce mondial, qui a été un des éléments fondamentaux de la croissance économique des 25 dernières années. Ça s'est tassé depuis quelques années d'ailleurs, mais ça a été longtemps, je dirais, l'aliment, le carburant de ce qu'on a appelé la mondialisation, avec un étalement et un éclatement des chaînes de valeur à travers le monde qui font que chaque composant de chaque automobile, mais même de chaque pot de yaourt, fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre réfrigérateur ou pour le garer devant chez nous. Cette mondialisation, en tout sens, est un facteur puissant
d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'elle génère des transports considérables. Le transport maritime est un facteur de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre considérable. Le transport, quand on met dans le bilan carbone de l'alimentation, par exemple, son transport, évidemment, le bilan transport d'alimentation est de plus en plus lourd, puisqu'on fait venir de plus en plus loin chacun des produits que nous mangeons, etc., etc. Donc cette idée de relocalisation de la production, qui ne peut marcher que si on se donne la possibilité de protéger nos marchés nationaux de la concurrence internationale, est indispensable pour réaliser la transition écologique. Pour ça, il faut des choses aussi faciles et simples à faire que réformer profondément l'Organisation mondiale du commerce et les traités qui l'organisent. Louis a bien vécu ça s'appelait encore le GATT à l'époque, avant la création de l'Organisation mondiale du commerce. On s'est mis là dans un système qui fait qu'on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Il est impossible de protéger son marché national, quelle que soit sa situation, en raison des traités qui ont été signés. Ce qui fait que nos industries sont soumises à une concurrence que certains considèrent comme déloyale. C'est ce qui explique la disparition du textile, de la sidérurgie, etc., etc. Mais nous-mêmes, nous mettons un tas de pays dans des situations de concurrence parfaitement déloyale. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps un petit article qui s'appelait « Frites surgelées et COP27 » parce que je faisais le lien entre nous, Français, on demandait à l'OMC d'engager des poursuites, plutôt de continuer ces poursuites contre la Colombie que nous voulons obliger à acheter nos frites surgelées. Enfin, la Colombie, d'abord, un petit rappel, la pomme de terre, ça vient quand même de là-bas, hein, sinon on ne la cultiverait pas chez nous. Donc. Et aujourd'hui, on transporte en bateau des frites surgelées. Je ne sais pas si vous voyez la dépense énergétique que ça représente, de les récolter, de les surgeler, de les transporter sur 6000 km en bateau réfrigérant, etc. C'est une aberration totale, mais la France, droite dans ses bottes, comme aurait dit Juppé, demande à l'OMC de condamner la Colombie et qu'elle lève ses barrières douanières à l'entrée des frites surgelées sur son marché. Donc ça marche dans les deux sens. C'est pas que la protection de notre marché, c'est aussi la protection notamment de l'économie paysanne des autres, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est la possibilité pour les petits producteurs colombiens de continuer à produire des pommes de terre chez eux. Et ça, c'est vraiment un enjeu politique, mais extrêmement difficile à obtenir, mais sans lequel on n'en sortira pas. Donc parler de planification, si on ne règle pas ça, c'est juste raconter des histoires aux gens. Autre élément, on ne cesse pas de remplacer les hommes par des machines. Les machines, elles marchent avec de l'énergie. Si on veut réduire les hommes aussi, vous me direz, les hommes, ils se nourrissent. Bon. Et souvent, on remplace les hommes par des machines extrêmement compliquées pour faire des choses assez simples et qui sont très consommatrices d'énergie. Bon, mais on n'arrête pas. Hein, là, on y est joyeusement sur la 5G. Apparemment, ça a moins suscité d'enthousiasme que la 4G dans la population. Bon, mais on voit bien que lorsque vous allez dans les salons consacrés à ça, leur grand rêve, c'est de tout informatiser, d'avoir des puces RFID partout dans votre maison qui vont ouvrir votre porte, votre fenêtre, déclencher votre chauffage, votre lumière, etc., que vous n'ayez plus à toucher à rien, que tout soit programmé. Mais tout ça est une consommation d'énergie considérable, d'électricité en l'occurrence, considérable. Et plus on développe ce genre d'outils qui sont entre nous parfaitement inutiles, et plus on se met dans une situation soit de devoir augmenter massivement la production d'énergie, il faudra qu'on me dise comment, soit de ne pas atteindre simplement les objectifs qu'on dit vouloir se fixer. Autre élément, on a un marché mondial qui est contrôlé par l'OMC, d'un côté, on l'a dit, mais aussi par des multinationales qui contrôlent en réalité l'essentiel du marché mondial. On parle de libre concurrence, d'échange, de mondialisation. La réalité, c'est que l'essentiel du commerce mondial, il est fait par des groupes multinationaux qui en contrôlent plus de la moitié. C'est du commerce intra-firme qui permet aussi de faire de l'optimisation fiscale intra-firme, etc., etc. Et là aussi, le contrôle de ces conglomérats, il y avait dans le temps des vraies offensives qui étaient menées, notamment aux États-Unis, pour lutter contre le contrôle exagéré du marché par quelques grands groupes. Le capitalisme, c'est normalement la concurrence, c'est toujours ce qu'on nous met en avant, c'est sa justification. C'est chacun sur la même ligne de départ et que le meilleur gagne. Sauf que, évidemment, plus personne n'est sur la même ligne de départ, et le meilleur, c'est pas le meilleur, c'est le plus gros. C'est le plus gros qui étouffe tout le monde. Donc ça, il faut avoir de véritables mesures antitrust. Et puis enfin, il faut que la politique économique ne soit plus simplement fondée sur des objectifs de croissance du PIB. Je crois qu'on en est maintenant à peu près convaincu, mais sur des objectifs qui sont des objectifs de croissance
social et non pas simplement d'un indicateur aussi fruste que le PIB. Sarkozy lui-même avait demandé à des économistes, notamment à Stiglitz, de faire un rapport là-dessus. Il a rendu des conclusions très intéressantes qui n'ont évidemment été suivies d'aucun effet. Alors, il y a des actions aussi immédiates qui peuvent être entreprises. Il n'y a pas besoin de planifier à 150 ans pour socialiser une partie des profits exceptionnels qui sont réalisés par les groupes du CAC 40 en ce moment. Enfin, c'est pas une grossièreté de dire qu'un groupe comme Total, qui a en 3 trimestres, en 2021, engrangé 18 milliards d'euros de bénéfices, il n'en avait fait que 14 milliards sur toute l'année en 21. Il va terminer avec à peu près 25 milliards d'euros de bénéfices l'année fiscale 2022. Je prends Total parce qu'on a beaucoup parlé, mais c'est vrai de beaucoup d'autres grands groupes qui sont pourtant des situations qu'on nous a décrites comme catastrophiques, la sortie du Covid, etc. Bon, 25 milliards d'euros de bénéfices. Vous savez quel est le budget du ministère de la Transition écologique et de la cohérence, de la cohésion territoriale? C'est 24 milliards et demi. Donc c'est pas rien de prendre au moins une partie de cet argent si on veut vraiment investir dans la transition écologique. D'où la proposition de référendum d'initiative partagée sur les superprofits, Oui. qui consistait pas à être confiscatoire. Ça s'est fait pendant la Première Guerre mondiale, ça s'est fait à l'issue de la Seconde, mais là, le Conseil constitutionnel a considéré qu'on n'était pas dans le champ référendaire. Oui, ah oui, et notre ministre de l'économie qui dit pourtant que notre situation financière budgétaire est catastrophique et qu'il faut trouver de l'argent, etc. Il a dit que ça, non, c'était pavlovien de demander de taxer les profits des grands groupes, que c'était pavlovien qu'il fallait pas faire ça. Non, c'est dommage parce qu'en plus, on peut être fier en France d'avoir l'homme le plus riche du monde, quand même, je vous le dis. Monsieur Bernard Arnault, depuis le décrochage en bourse des GAFA, est devenu l'homme qui a le plus grand arrive. Enfin bon, il fait la course en tête, quoi. Hein. Et voilà. Et l'argent gagné par ces groupes, s'il servait à financer la transition écologique, il n'y aurait rien à dire, mais une bonne partie, il faut le savoir, sert à racheter les actions de ces groupes. Total, d'ailleurs, en 21 a consacré 2 milliards de ses bénéfices à racheter ses actions pour en faire monter le cours. Il a d'ailleurs été sanctionné par la bourse parce que Shell, en même temps, avait dépensé 6 milliards pour racheter ses actions et donc la bourse a considéré que Total ne faisait pas assez. Donc, quand on dit que la bourse finance l'économie, il faut quand même y regarder de plus près. Et puis, enfin, ce qu'il faut faire, c'est si on veut que l'État agisse, même s'il y a toutes les limites que j'ai énoncées avant, il faut lui redonner la capacité d'agir. Donc, je crois pour ça que le Parlement a un rôle pour remettre de l'ordre dans l'État et dans son fonctionnement. Je pense que le Parlement devrait passer en revue tous les démembrements de l'État pour décider ceux qui sont justifiés, dont l'existence mérite d'être prolongée. Je ne dis pas qu'il faut mettre à mort tous les établissements publics, mais aussi une partie de tout ça qui devrait être réintégrée aux administrations de l'État pour leur redonner des capacités d'agir. Je pensais que le Parlement devrait se pencher sur la question des autorités administratives indépendantes. C'est un vrai sujet politique, notamment avec l'Union européenne, parce que beaucoup de ces autorités indépendantes existent en application de directives communautaires. Donc ça suppose un débat avec nos partenaires, mais comme on a tous les mêmes problèmes, on peut supposer qu'on peut avoir une discussion en tout cas avec eux. Mais là aussi, je pense qu'une bonne partie des compétences, qui sont vraiment des compétences régaliennes de l'État, devraient être intégrées dans l'administration de l'État. Et puis enfin, je crois qu'il faut cesser justement de faire perdre du temps aux administrations et au Parlement à discuter de textes interminables d'orientation qui sont soi-disant des stratégies, des plans et des machins dont on voit qu'ils n'ont jamais le début de réalisation. Pour terminer là-dessus, on aurait pu penser, d'ailleurs, enfin, j'espère, moi, que la situation actuelle de l'Assemblée nationale, dans laquelle le gouvernement n'a pas de majorité, va mettre un frein à l'ébriété législative qui frappe ce pays depuis un bon moment. Enfin, dans le premier quinquennat de Macron, la production législative a augmenté de 15%. Il était arrivé au pouvoir en disant qu'il allait arrêter tout ça, hein, les lois, tout ça, on n'en faisait plus. C'était En Marche, le concret, les citoyens et tout et tout. Bon, le journal officiel en 1973, il faisait 12 000 pages par an. C'était déjà beaucoup pour un lecteur ordinaire. Enfin bon, aujourd'hui, si on le publiait, il est entièrement électronique, il ferait 30 000 pages. Bon, il existe, je crois, 78 codes qui régissent nos différentes activités. Donc, je vous invite à leur lecture, si vous voulez. Nul n'est censé ignorer la loi, donc vous allez devoir vous y mettre dès ce soir. Il y a un moment où ce fatras législatif
n'est plus manipulable, ni susceptible d'être appréhendé par qui que ce soit, sans doute par les professionnels du droit, et encore pas toujours, mais par les citoyens, certainement pas. Donc il faudrait sûrement, comme le disait Pompidou dans sa grande sagesse, en tout cas ce jour-là, foutre la paix aux Français, et les choses marcheraient sans doute un peu mieux. Et parce que également, c'est ma conclusion, et ce sera l'objet d'une autre conférence, tout ça ne se fera pas sans une démocratisation de l'État et de la société. Il faut lui redonner des pouvoirs, mais aussi il faut redonner aux citoyens le pouvoir d'agir sur lui et sur leur propre destin. Voilà, merci de votre attention. Merci infiniment. Madame avec l'écharpe rouge. Et puis après le monsieur juste devant, monsieur et Marino, bien sûr, quand tu veux. Vous avez fait allusion surtout à la finance vers la fin. Je voulais préciser que si le PIB en France était dans une bonne position il y a un certain nombre d'années, je ne sais plus, 6e, 5e, aujourd'hui, si on regarde l'indice de développement humain qui sert à élaborer le niveau de vie réel d'une population, eh bien la France est à la 26e place. Et ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas regardé les chiffres, mais je me souviens plus si la Grèce était juste au-dessus ou juste en dessous de nous. Quand on sait ce qu'ils ont subi, on est assez effaré sur la façon dont on se trompe en France sur notre véritable niveau de vie. Moi, c'est quelque chose qui m'effare un peu. Et si vraiment on avait une politique un peu sérieuse, je trouve quand même que l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre taxent les super profits, nous on n'est pas fichus de le faire. On cherche des arguments qui n'en sont pas. Moi je ne crois pas aux arguments qui sont... C'est pas possible, c'est pas un argument ça, c'est pas possible en France, ça veut rien dire. Et puis, si on avait aussi été capable de s'occuper sérieusement de l'évasion fiscale, 100 milliards par an, en 10 ans, on avait 1000 milliards et on aurait pu faire quelque chose de très sérieux en matière de transition écologique. Ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses à réformer, plein d'approches à renouveler. C'est du fond en comble comme du jamais vu aujourd'hui en France. Monsieur juste devant, je crois. Le monsieur juste devant. Voilà. On prend plusieurs remarques et questions peut-être. Moi, je vais essayer d'aller assez vite. Même si vous dites que la planification n'a jamais marché, le commissariat au plan, mais il y a un sujet quand même aujourd'hui, quand on entend notre président Macron annoncer la création de réacteurs nucléaires, voire des EPR, voire des mini-réacteurs disséminés dans tout le pays, ça fait froid dans le dos, je trouve. Donc on va multiplier le risque. C'est fait pour faire chaud normalement, mais... Non, on va multiplier le risque de dissémination de l'atome dans le pays. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très raisonnable. Mais bon, c'est que ça engage le pays pour des dizaines d'années, 50 ans au minimum. J'estime que c'est pas un gouvernement qui, demain, dans 4 ans, ne sera plus là, enfin, un président, en tous les cas, qui ne sera plus là, de décider, parce qu'on a l'impression que c'est M. Macron qui décide, j'estime qu'il faudrait un référendum, ou au minimum que tous les partis politiques soient décisionnaires dans une décision comme ça. Et donc, une petite question subsidiaire, monsieur, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la planification, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en France, ça n'a jamais marché, d'après ce que vous nous avez démontré, mais est-ce que ça marche dans d'autres pays, je dirais du G7 ou du G8? Bon, parce que pour moi, c'est quand même, moi j'ai été dans mon métier, j'ai fait de la planification. Je pense qu'on ne peut pas voir à l'horizon d'un gouvernement qui dure 5 ans. Il faut voir plus loin. Quand on parle de nucléaire, par exemple, de transition écologique, il faut voir à 10, 15, 20 ans, voire plus. Est-ce que la planification fonctionne dans d'autres pays? C'est une deuxième question, on va dire subsidiaire. Vous pouvez déjà répondre à la première. Alors Marie-Noël, de manière certaine, mais j'avais une main levée par là aussi. Je vous ai vu, monsieur. Premier point, tu dis l'État est impuissant, etc. Tu parles de l'inflation législative. Moi, je voudrais quand même qu'on compare avec les autres pays, parce que pour un sujet que je connais bien, le logement, en fait, on met dans les lois beaucoup de choses. Les Français peuvent, ou il faut, et il n'y a pas de sanction.
Donc c'est du législatif mou, et on ne sait absolument pas quel est le législatif dur, parce que c'est tout noyé dans le truc. 2, on rentre dans le détail. Alors on va me dire ça devrait être le réglementaire, mais même le réglementaire, enfin il y a quand même une certaine autonomie des acteurs, avec des politiques de contrôle a posteriori sur la base d'objectifs fixés, qui me paraîtraient plus opérationnels que les contrôles administratifs a priori, à coup de circulaire, de règlement et de machin. Donc je pense qu'il y a quand même stratégiquement un problème de à quoi sert la loi dans ce pays, quelle doit être la place du règlement, et comment on peut piloter des politiques publiques à partir d'objectifs, mais si je puis dire contraignants pour les atteindre, pour les acteurs qui doivent le faire, et assez souples sur la manière de faire. Deuxième chose, sur la planification, moi je pense qu'il faut faire de la planification, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Première des choses, il y a historiquement la planification en France, il y avait l'État, mais il y avait quand même une sorte d'harmonie plus ou moins contrainte ou plus ou moins préparée entre l'État et les forces sociales ou économiques du pays. En clair, si on veut planifier des choses en matière économique industrielle, il faut travailler avec les branches, il faut travailler avec les filières et travailler en amont de ce qu'on appelle le plan pour se fixer des objectifs, disons, possiblement atteints, ou en tout cas les gens qui sont concernés pensent que, même si on met un petit curseur en plus, on peut les atteindre. Parce que la grande spécialité française, c'est de se fixer des objectifs 2050, et puis dans les 4 ans qui viennent, aucune programmation concrète de par quel bout on commence, quels sont les acteurs qui le font, et puis alors comme on veut avoir l'air très écolo, on se fout des objectifs qu'on n'atteindra pas, et on se fait attaquer pour impuissance climatique, alors même que nous-mêmes, on s'est fixé ces objectifs, et qu'on n'est pas le pays, malgré tout, avec tout ce qu'on dit, qui est le plus mauvais en matière de pratiques climatiques. Troisièmement, là c'est le GIEC. Il y a quand même une idéologie dominante de l'écologie maintenant. Le GIEC ne met pas en cause le libre-échange. Alors il nous dit qu'il ne faut plus bouffer de viande, mais il ne dit rien sur la remise en cause des traités de libre-échange. Ben ça, les Français, les gens l'ont compris. Et commencent à avoir ras les baskets, qu'on leur donne des impériums comportementaux, en lieu et place des changements structurels. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas changer nos comportements. Mais quelle est la méthodologie pour changer nos comportements? C'est peut-être ça qu'il faut essayer de se poser. Il faut une certaine adhésion des gens. Tu parles de la loi énergie-climat. Il n'y avait rien sur le nucléaire. On abandonnait quasiment. Hein, enfin, 50%. Oui, enfin, on était à 50%, mais ça veut dire qu'on laissait filer. Et 2, on allait mettre plein d'éoliennes. Et les mêmes qui ont voté, les écolos qui ont poussé aux éoliennes, dès qu'il y a des projets vers chez eux, c'est jamais là qu'il faut les faire. Il n'y a pas un projet d'éolienne en France qui ne soit pas contesté, terrestre ou maritime. Au mois de mars, on aura justement une Donc, conférence de base sur ces questions d'aménagement impossible. Pour que les choses marchent, il faut quand même avoir de la transparence sur ce qu'on décide, certes en perspective lointaine, mais qu'est-ce qu'on va faire tout de suite dans les 5 ans, pour voir si on est d'accord déjà là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder loin. Mais si tu regardes loin sans dire comment tu agis ici et maintenant, ça décrédibilise absolument tout. Sur les plus riches, il n'y a pas seulement les taxés. Il y a que chacun doit faire des efforts à proportion de ses facultés respectives. Je plaide comme une folle depuis des années pour qu'on impose au logement, qui vaille plus de, mettons, 10 000 € du mètre carré, puis après 8 000 €, puis on y va à des crescendo, l'obligation, dans les 3 ans, de se mettre au moins en catégorie C ou B de logement. Parce que ces gens ont de l'argent pour investir. Et la valeur de leurs biens va augmenter, et donc ils vont avoir les moyens de faire ça. Maintenant, on passe des heures et des nuits pour essayer d'expliquer qu'on va aider. Il faut aider les passoires thermiques, mais on ne demande rien aux plus aisés. Or, dans le bilan énergétique, ça compte beaucoup, et dans la philosophie, voire même dans le mécanisme économique induit, les savoir-faire chez les riches sont souvent utilisables et transférables chez les pauvres. Tout ça pour dire que
Je ne crois pas qu'il faut abandonner l'idée de planification écologique. Je pense qu'il faut l'articuler plus sur des groupes du plan, avec des objectifs par filière, par sujet, par territoire. Moi, je pense qu'il faut que les régions délibèrent sur leur plan climat-énergie dans les 5 ans, avec des objectifs précis, pas simplement des modus operandi, comment ils subventionnent. Et puis, il faut qu'on obtienne effectivement des lois de programmation, secteur par secteur, contraignantes, mais qui soient assez raisonnables. Et enfin, il faut un rapport de force sur le libre-échange. Le premier, c'est déjà de publier chaque année nos intrants carbone. Parce qu'on dit on n'a pas beaucoup de carbone, mais on n'est pas gros producteur de carbone, mais on est gros consommateur du carbone des autres par nos intrants carbone. Et on se fixait une réduction de nos intrants carbone de manière un peu lisible, et ça pourrait être en lien avec les filières dont je parlais. Alors on terminera ce côté-là, et après comme ça on fait une réponse, monsieur. Sur le sujet de l'information publique, j'ai un peu le sentiment qu'on est on n'arrête pas d'être dépouillé en tant que citoyen, on ne nous donne que des éléments de consommateurs. Moi, je voudrais apporter toutes les félicitations que je peux imaginer à Légifrance. Mais le Légifrance d'il y a 4 ans, c'est plus celui d'aujourd'hui. Maintenant, on ne vous donne pas les textes. Il faut aller les fouiller, il faut aller les arracher pour les trouver, les textes. L'autre question de l'information, c'est la question de la presse. On est informé, semble-t-il, par des conférences de presse. Mais il y a quand même une constitution française qui parle des moyens de la presse. Où on en est? Et que fait il s'en gave, le locataire de l'Élysée actuel. Il s'en gave de tout ça. Merci. On répond là, sur l'ensemble de ces sujets-là, et puis après j'avais vu une ou deux mains levées ici. Je vous ai vu. Alors, d'abord sur la planification, ça marche pas, est-ce qu'il faut en faire ou pas? Ce que j'ai essayé de dire, c'est 2 choses. D'abord, il est dans le rôle d'un gouvernement de définir une orientation. En général, il n'est pas par hasard, ils sont élus sur un programme, etc. etc. Ce que je constate, moi, c'est que entre les orientations sur lesquelles se fait élire, les orientations qui sont traduites ensuite dans des documents qui sont discutés, souvent votés, ou en tout cas élaborés par les administrations placées sous l'autorité du gouvernement et qui ont ensuite un caractère réglementaire, puisque tout ça, j'ai parlé de la programmation pluriannuelle de l'énergie, etc., ça fait l'objet de décrets, donc c'est quand même d'un formalisme important, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, il y a les raisons que tu as indiquées, Marie-Noël. C'est vrai qu'on est les champions de la loi molle. Il y a longtemps que le Conseil d'État, d'ailleurs, pointe ça en disant que voilà, la loi est de plus en plus bavarde, de moins en moins prescriptive. Normalement, une loi, c'est court. Napoléon disait qu'en plus, elle devait être obscure. Il parlait des constitutions, plus c'était court et obscur, mieux ça valait. Alors, je partage pas forcément ce point de vue, mais en tout cas, les lois doivent être courtes et prescriptives. Elles doivent interdire, autoriser, créer des droits, les supprimer, mais pas nous faire des leçons de morale. Alors, les lois, maintenant, ce sont des leçons de morale. C'est un catéchisme. Hein. Et le catéchisme, il y a des lieux pour ça, mais c'est pas le gouvernement, normalement, c'est pas le Parlement qui passe beaucoup de temps à discuter de ce catéchisme. Et donc, il faudrait qu'on laisse simplement que chacun fasse son travail, c'est-à-dire que le gouvernement fixe des objectifs et arrête de faire des plans chaque semaine différents de la semaine précédente auxquels on ne comprend plus rien, et que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, c'est-à-dire demande des comptes en disant on nous a demandé d'approuver cette orientation, cet objectif il y a 1 an, on en est où? Et si ça n'a pas marché, pourquoi? Or, pour l'instant, ça n'existe pas. Personne ne fait le bilan. Donc, il n'y a pas de planification possible dans un contexte pareil. C'est uniquement de la communication. C'est pas de la planification. Voilà. Et la planification, ensuite, c'est une affaire
difficile. Voilà, c'est aussi le deuxième point. Je crois qu'il faut avoir des ambitions mesurées si on veut faire de la planification. L'État, heureusement pour nous, n'est pas en mesure de contrôler toute la société. J'espère qu'il ne sera jamais en mesure de contrôler toute la société. Je le trouve déjà, autant il est impuissant dans le domaine économique, autant il est de plus en plus intrusif dans les domaines individuels. Et on devrait s'en préoccuper. Mais même dans le domaine économique, il n'a pas à être forcément plus intrusif. Et d'ailleurs, les choses qui marchent le mieux sont par l'interaction qui est très difficile de prévoir, de maîtriser, etc. Donc il vaut mieux aussi laisser faire ceux qui font, quoi. Et les acteurs locaux, c'est pas pour reprendre l'ancienne de la décentralisation, mais on est quand même, les gens ils vivent quelque part, quoi. Ils vivent pas tous à Paris. Et sur ce quelque part, il y a des bassins de travail, des habitudes, des relations, des groupes qui sont constitués, des organisations, des entreprises, des associations, etc. Tous ces gens-là forment un tissu qui a quelque chose à dire et à faire. Et lorsque le gouvernement a lancé le programme zéro chômeur de longue durée, les territoires zéro chômeur, ça a été lancé pour une fois de façon intelligente parce que l'État, il n'a pas fait un décret de 43 pages avec toutes les conditions, il a simplement dit voilà ce que doit être une entreprise d'intérêt qui va être autorisée à recevoir l'argent, mais c'est vous, localement, qui allez définir les secteurs dans lesquels ces entreprises doivent être créées, intervenir, etc. Et nous, on va subventionner à hauteur, je ne sais plus combien, je crois que c'est 15 000 €, c'est sûrement mieux ça que moi, par emploi créé dans ces entreprises. Voilà. C'est ça, Et, avec une équivalence avec la collectivité départementale. Voilà. Et là, il n'a pas fait un ensemble de conditions. Il a dit faites et puis on tirera le bilan ensemble. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché pour ça. Et je me souviens, moi j'ai vécu ça aussi de notre façon, parce qu'autrement c'est très compliqué l'action publique du point de vue de l'État. Lorsque j'étais au ministère de l'Agriculture, avec un autre ministre que Louis, c'était avec un autre Louis, mais Le Pinsec cette fois, on a lancé à l'époque ce qu'on a appelé des contrats territoriaux d'exploitation. Il s'agissait justement de sortir des règles de la PAC, de la subvention uniquement au prix des produits agricoles, pour rémunérer ce qu'on appelait la multifonctionnalité de l'agriculture, c'est-à-dire la contribution des agriculteurs à l'entretien des espaces, etc., etc. Et on a, à l'époque, c'était encore possible, c'était donc en 1997-98, on a obtenu l'autorisation de Bercy de distribuer des enveloppes dans les directions départementales de l'agriculture qui n'existent plus, enfin qui sont maintenant des espèces d'ectoplasmes mêlés dans les directions départementales du territoire sous l'autorité d'un préfet qui est le maître du cimetière parce qu'il n'a plus rien en fait dans les mains. Bon, c'est ça aussi le problème. Mais à l'époque, il y avait encore des DDA qui ont mis en place avec les paysans qui s'engageaient là-dedans ces contrats et qui les ont subventionnés. Et puis on a regardé un an après ce que ça donnait. Ce que ça donnait, c'était bien. Et donc l'État, il peut agir aussi intelligemment comme ça, s'il n'a pas la volonté de tout contrôler et s'il est capable d'être en interaction avec les acteurs locaux. C'est tout ce que je veux dire. Mais à partir du moment où on a un projet là, qui est celui de Bentham, d'avoir un observatoire où on contrôle l'ensemble de la société, on prend toutes les décisions, ça ne peut pas marcher. Monsieur dit par exemple, à juste titre, il soulève la question du nucléaire. Bon, la question se pose aujourd'hui. On avait en 2015, Marie-Noël, ce qui a été voté, c'est que, à échéance 2030, je crois, le nucléaire ne devait plus représenter plus de 50% de la production d'électricité en France. Et puis il y a eu plusieurs rapports ensuite qui ont montré qu'on n'était pas du tout sur cette trajectoire, que ça allait toujours être au-dessus de 50%. Et puis Monsieur Macron, lui, il a décidé de ne pas respecter la loi de 2015, même si pour l'instant elle n'est pas abrogée. Il a dit « je veux qu'on construise 6 EPR, c'est-à-dire des réacteurs de nouvelle génération, qui sont des réacteurs très puissants, 1650 MW de puissance installée, et qui, pour l'instant, ne fonctionnent qu'en Chine. Il y en a 2 construits en collaboration entre les EDF et les Chinois, mais qui sont ailleurs en construction, en Finlande depuis 20 ans, à Flamanville depuis 2007, etc., etc. On espère. Pardon ? Non, il devait être mis en route et s'est reporté encore de 6 mois parce qu'il y avait un nouveau problème technique. Bon, passons là-dessus. Mais peu importe, indépendamment, on ne va pas parler de l'EPR, c'est un autre sujet, mais la décision du président de la République qui dit « moi, je veux en construire 6 ». Alors qu'en même temps, il y a un débat national qui est mené par un organisme officiel, c'est la Commission nationale du débat public, qui a été créée du temps d'un gouvernement de gauche, celui de Lionel Jospin, et qui doit, normalement, ce débat public, pour un sens, intervenir avant la décision. Non, là, on a un débat qui se déroule jusqu'au fin février sur est-ce que c'est bien un réacteur supplémentaire à Penly, en l'occurrence, un EPR supplémentaire à Penly. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi je vais aller dans ce débat, puisque la décision est déjà prise.
énergie, ça n'a aucun sens. Et en effet, vous avez raison de dire que ça pose quand même de gros problèmes. Alors, des problèmes de sûreté, on va dire qu'il y a une autorité de sûreté qui est là pour s'en occuper, qui est plus compétente que moi, mais des problèmes économiques, ça sûrement, parce qu'il faut de bonnes raisons pour construire 6 réacteurs de type EPR et 14, parce que c'est quand même ça qui est envisagé demain, sachant que le coût de production du kilowattheure d'électricité par ces réacteurs va être très supérieur à toutes les autres sources de production d'électricité, mais vraiment très très supérieur. EDF a construit actuellement 2 réacteurs au Royaume-Uni. Échaudé par les expériences précédentes, il a passé un contrat avec le gouvernement britannique qui lui garantit le prix de vente de l'électricité. Il aurait été avisé de faire ça en France. En France, il s'est fait imposer un prix à 42 €. Mais enfin, là-bas, il a obtenu un prix qui, à l'époque où j'ai fait un rapport là-dessus, était de 112 livres. Par mégawatt. Il faut savoir que, en dehors de la période actuelle post-guerre russe en Ukraine, les prix de marché, c'était pas du tout ça. On était entre 50 et 60 € le mégawatt. Bon. Là, ils ont pris un prix garanti au moment où les réacteurs vont fonctionner, qui va être indexé d'ici là sur l'inflation, qui est donc 2,5 fois le prix de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur propre évaluation de la rentabilité des EPR, c'est ça. Un mégawattheure d'électricité d'origine éolienne ou solaire, ça a d'autres inconvénients, j'en conviens, mais enfin, on est plutôt autour de 40 à 50 €. Bon, donc comment on peut justifier ça? Peut-être qu'il y a une justification. Ça peut être ce qu'on appelle l'indépendance énergétique. Il n'y a pas 1 kilo d'uranium utilisé dans nos réacteurs qui est extrait d'une mine française. On a arrêté depuis très longtemps. Ça vient du Kazakhstan, du Canada, de pays comme ça. Donc c'est une indépendance très très relative. Pardon? Non, on en produit plus depuis très longtemps. Voilà. Oui, donc on a surtout du plutonium en stock, alors ça c'est sûr, on en a beaucoup. Mais voilà. Donc l'uranium qu'on utilise, on l'importe. Donc, mais mettons que ce soit, c'est en effet, du point de vue des émissions de CO2, incomparable avec les autres sources de production d'électricité, mais il faut l'expliquer. Il faut dire, nous on décide, mais il ne faut pas dire simplement parce que c'est le meilleur, le plus beau, etc. Ça a plein d'inconvénients, notamment économiquement, ça va nous coûter plus cher, donc il faudra bien que les Français payent pour ça. Est-ce qu'ils veulent le payer? Vous parlez de référendum, en effet, c'est un sujet important qui mériterait, en tout cas, un vrai débat public, pas un débat public dans lequel tout est décidé d'avance. Voilà. Et sur... moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marie-Noël. En effet, il faudrait faire... ça commence à se faire, mais un bilan de nos importations de carbone. Parce que, alors ça se fait un peu. En réalité, dans notre compte d'émissions de carbone, on prend un peu le carbone importé. Mais on est un pays structurellement importateur de la pollution chez les autres, et on l'a fait chez les autres, mais c'est vrai aussi de l'eau, parce que comme on est maintenant très déficitaire commercialement, on importe beaucoup d'eau de pays qui n'en ont pas, parce qu'on importe massivement des fruits et légumes qui viennent de pays méditerranéens qui souffrent déjà d'un stress hydrique considérable. Tout ça n'a pas de sens d'un point de vue écologique, de développement, de coopération avec les autres, c'est aberrant. Donc la relocalisation de ces productions est absolument nécessaire. Et la qualité de l'information. La qualité de l'information, alors bon, Légifrance, c'est un sujet, mais moi ce que... Attends, j'ai très peu de temps pour boucler. On répond à la question. Oui, mais la qualité de l'information, moi ce que je réponds, c'est que ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande. Enfin, ce qu'on nous présente comme de la planification des plans, etc., c'est de la propagande gouvernementale. Et malheureusement, les administrations passent maintenant leur temps à faire ça au lieu d'administrer le pays. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'elles passent moins de temps à ça et plus de temps à faire de l'administration. Alors, rapidement, parce qu'on est tenu par le temps, j'ai une question là, une question là. Allez, monsieur. Intervenir sur le fait que le capitalisme néolibéral actuellement est très inégalitariste. Il y a des inégalités augmentées massivement dans le monde depuis 30 ans, très également anti-écologique et très court-termiste. Et face à cela, effectivement, il faut une planification, et là, je rejoindrai les orateurs et le remarquable exposé, mais qui soit à la fois incitative, et ça, effectivement, le gouvernement actuel ne l'est pas, comme vous l'avez expliqué, et social-écologique. Le terme de social est fondamental dans une démocratie où il faut conquérir quand même la majorité des électeurs. Actuellement, le gaz a augmenté de 50% il y a 2 mois, de 50% de nouveau au 1er janvier. Sans doute la moitié des Français qui se chauffent au gaz ne se chauffent plus aujourd'hui. Bon, donc il faut aussi
Effectivement, le pull vert est une solution, hein, mais il faut aussi trouver des compensations sociales, sinon la transition écologique restera un mot. Oui, alors, Question. devant. Un mot. Non, c'est bon? Ça ira. Moi, je suis pharmacien, donc moi, j'ai vu un peu la compétence des pouvoirs publics, lors de l'épisode des masques. Hein, on n'avait pas de masques, rien du tout. On avait même des amendes si on voulait en vendre. En plus de ça, il y a une espèce de génération spontanée, puisque du jour au lendemain, ils ont été autorisés. Et les grandes surfaces, on avait partout. Alors, où sont les bons de commande, où sont tout ça, je ne sais pas. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est les médicaments, surtout les formes pédiatriques qui manquent. Alors tout ce qui a été trouvé, c'est que certaines formations auront le droit de le faire. Alors je ne vous parle pas des délais de révision, tout ça. On en revient au début du XXe siècle. Hein. Alors donc naturellement, il y a, Madame la sénatrice en a parlé dans ses billets, puisqu'il y a une relocalisation à faire. Moi, il y a des produits qui sont tombés dans le domaine public qui ne coûtent rien à fabriquer. C'est pas une question du tiers-monde, c'est une question de volonté. Hein, je vois par exemple le service central des armées arrive à fabriquer ses médicaments. Bon, c'est pas l'armée qui va fabriquer les médicaments pour toute la France, c'est pas possible. Mais enfin, ça reste possible. Il y a même des pays qui sont tout près, comme le Maroc, qui fabriquent des médicaments, dont un est spécialisé d'installer des usines dans tous les pays d'Afrique. Alors, donc, j'espère pas en tomber à ce niveau. Maintenant, les laboratoires ne sont pas spécialement intéressés de fabriquer ces produits. Il faut trouver une autre formule, je ne sais pas laquelle, pour relocaliser. Hein. Disons que et puis même les grossistes... Quand on n'arrive déjà pas à avoir du Doliprane, c'est compliqué. Quand on n'arrive déjà pas à avoir du Doliprane, c'est compliqué de... Même les grossistes ne sont pas intéressés de fournir une centaine de pharmacies. Moi, j'ai vu une annonce une fois, un grossiste qui cherchait quelqu'un qui parlait allemand, anglais, pour pouvoir vendre ses produits en Allemagne, en Angleterre, où ils sont plus chers. Alors, il faut dire que la Sécu, il y a il y a un quota par mois pour les médicaments. Donc, quand le quota est vendu par les grossistes, tout ça, on n'aura plus rien. Voilà, c'était tout. En tout cas, si on a du mal à faire ça déjà, comment on pilote à 30 ans à l'avance pour 1 gigawattheure, quoi? Là, on bute sur des questions très concrètes, parce que pour relocaliser une industrie comme celle des médicaments, dont chacun maintenant est conscient du caractère stratégique, je crois qu'il y a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'il faut refaire vivre en France une industrie chimique. Marie-Noël parlait tout à l'heure des promoteurs des énergies renouvelables qui sont contre tout projet d'énergie renouvelable à proximité de chez eux. Pour la chimie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire tous les Français sont d'accord pour relocaliser l'industrie chimique, mais alors, quand il faut installer des industries chimiques, et souvent des sites Céveso, pas trop loin quand même des lieux d'habitation, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens pour travailler, etc., etc., il y a une opposition généralement assez unanime des populations locales. Donc il faut surmonter cette première difficulté. La deuxième, c'est qu'il faudra protéger le marché national du médicament, parce qu'on ne pourra pas être compétitif, compte tenu ils seront forcément plus chers chez nous, avec les médicaments importés. Donc il faut, on en revient à la question de tout à l'heure, il faut modifier les règles du commerce international. Ce qui est un sujet assez compliqué. On va devoir. Marie-Noël. Oui, mais même la commande publique, sauf si on arrive à instaurer dans l'Union européenne une sorte de préférence nationale dans la commande publique, ce qui pour l'instant est interdit. Hein. Il est 20h, docteur Colin. Donc, je suis désolé, c'est le temps qui me... On peut... Ah bah oui, mais non, il est vraiment 20h. Non. Non, camarade. Bien. Alors, avec la frustration que je mesure sur le problème horaire, d'abord, je remercie infiniment Jean-François Colin, que je pense vous pouvez dire. Le prochain moment que nous proposons de passer ensemble est le 1er février sur la question
de la nation scientifique, qui n'est pas sans recouper certains aspects qui ont été traités aujourd'hui. Et nous aurons au mois de mars, il y en a d'autres par la suite, mais nous aurons au mois de mars justement sur la question de la difficulté de l'aménagement du territoire, sans conflit picrocolin comme on a sur l'installation de n'importe quoi aujourd'hui, de l'éolien, une usine chimique, une sortie d'autoroute ou un incinérateur, un débat sur les questions de géopolitique locale. Voilà, dans le cadre de ce cycle consacré à l'autorité de l'État, notamment. Je vous remercie infiniment et à nouveau bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup.